Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver. Je l'espère en meilleure forme que moi qui suis depuis quelques jours un petit peu même carrément malade, mais c'est comme ça, c'est les aléas médicaux et de la santé. On se retrouve aujourd'hui les gones pour parler ensemble du grand comeback, le retour de John Textor dans les médias français, puisque oui, le cowboy tel qu'il se décrit a fait son retour dans plusieurs médias, parmi lesquels RMC, le média carré sur YouTube, et mon petit doigt me dit que ce n'est pas fini, et qu'on pourrait peut-être le retrouver dans d'autres grands médias connus en France, qui pèsent beaucoup, bref, je n'en dis pas plus, on verra la suite d'ici peu. Alors, qu'est-ce qu'il avait à nous dire, John Textor, le cowboy ? Eh bien écoutez, les gones, pas grand-chose d'extraordinaire, ne quittez pas malgré tout la vidéo, ne partez pas trop vite, mais des éléments qu'il a pu avancer, et qu'il faut, je le pense vraiment, vérifier, parce que Textor, il est bien gentil, mais maintenant on le connaît bien, on est tous avertis de qui il est, et il a une fâcheuse tendance à avoir sa version, sa lecture des faits, et entre ce que lui raconte et ce que la vérité semble indiquer, parfois il y a un écart qui est assez conséquent. Tout ça, on va en parler maintenant ensemble, c'est parti, mais avant de commencer les gones, comme toujours, pensez au petit pouce qui fait vraiment très plaisir, pensez à commenter, à me dire votre impression sur ce qu'il a pu dire chez Rotten sans flamme. Est-ce que pour vous il vous a convaincu ? Est-ce qu'il a été dans le vrai ? Est-ce que vous croyez encore en Textor ? Moi non, depuis maintenant très longtemps, mais j'ai fait des dizaines de vidéos qui l'ont largement, je pense, largement descendu. Bref, dites-moi tout en commentaire, pensez aussi à vous abonner, activer la cloche et booster le contenu en swipant vers la droite dans l'espace commentaire. C'est parti. Question numéro 1, pourquoi est-il de retour en France actuellement ? Alors, en préambule, les gones, j'ai ma lecture des événements que je voulais vous partager. Je pense que pour Textor, c'était, alors, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bon timing quand on voit à quel point il est kamikaze, mais je pense que pour lui, c'était vraiment le bon moment pour parler. Pourquoi ? Parce qu'on est à quelques jours après le rendu des NCG qui encadre l'OL sur les salaires, mais pas sur les frais de mutation. Donc c'est plutôt, on peut le dire, une petite victoire pour le club et les dirigeants. Et on est quelques semaines avant le verdict du procès du grand litige entre Textor, Eagle Football Holdings et Iconic Sports. Et ce procès, ce litige, il va dicter dans les grandes lignes ce que sera l'avenir donc d'Eagle Football Holdings, de l'actionnariat, mais aussi de Textor et de l'Olympique Lyonnais par voie de conséquence. Donc Textor, il est malin. Il sait qu'en prenant la parole maintenant, il a un petit créneau, on dirait en sciences politiques une fenêtre d'opportunité, afin d'expliquer ce qu'il a à dire et de tenter de mettre en place sa vérité, sa lecture des événements. Mais le problème, comme toujours avec lui, c'est que sa lecture des faits, elle est quand même sacrément biaisée. Et il rappelle aussi que c'est lui qui a demandé à Michel Kang, alors selon lui, selon sa version, c'est lui qui a demandé à Michel Kang de venir pour gouverner, comme il le dit en anglais littéralement, l'Olympique Lyonnais. Alors, là, on est entre deux feux. Il y a lui qui dit « Oui, j'ai demandé à Michel Kang de venir pour m'aider parce que moi, John Textor, avec les instances du football français, ça coinçait un peu beaucoup. » Donc il dit « J'ai fait appel à Michel Kang 30 jours avant l'audition de la DNCG. » Il y a maintenant quasiment donc quelques mois. C'est ce que lui dit. La vérité, elle est un petit peu, je pense, ailleurs, un petit peu différente. C'est que aussi et surtout, ses actionnaires, ses partenaires de route, qui d'ailleurs, rappelons-le, ont quitté massivement le conseil d'administration d'Eagle Football Holdings. Rien que ça, petit signal d'alerte. Ses compagnons de route lui ont fait comprendre assez vite que le chemin qu'il faisait prendre à l'OL et au club qu'il gérait ne leur plaisait pas. Et il faut rappeler aussi que, contrairement à ce que Textor a pu laisser entendre chez Rotten, ce n'est pas lui qui dicte le rythme du match. Rappelons que Ares Management, qui est le fonds d'investissement qui a prêté beaucoup à Textor et à ses partenaires pour acquérir l'OL notamment, Ares Management est extrêmement pressant et s'est investi massivement dans Eagle Football Bidco, dans Eagle Football Midco, deux structures de strates intermédiaires au sein de la structure plus globale d'Eagle Football. Donc rappelons-le, ça c'est important, John Textor a beau dire qu'il a nommé, qu'il a fait appel à Michel Kang pour l'aider devant les instances et rassurer le football français, la vérité, elle est un petit peu ailleurs. Il a surtout braqué ses partenaires et il a surtout aussi braqué son prêteur. Et quand le prêteur se fâche, eh bien, le prêteur durcit le trait avec notamment des gages qui peuvent être saisis à tout moment. Et là encore, je rappelle que Ares Management s'est empressé de prendre 188 millions de livres.
issu de la vente de Crystal Palace. Et ouais, rien que ça, John Textor. Et John Textor précise même, et là-dessus il a pas totalement tort, c'est un petit peu le moyen pour lui de discréditer entre guillemets Michèle Kang. Il dit que Michèle Kang, malgré la bonne image qu'elle a sur Lyon, elle n'est pas non plus libre de faire ce qu'elle veut et qu'elle doit rendre des comptes au conseil d'administration de l'OL et qu'elle doit en plus de ça rendre des comptes aux actionnaires d'Eagle Football Holding. Dans le fond, c'est vrai, mais je le rappelle, désormais, entre Eagle Football Holding et Eagle Football Group et Eagle Football Bidco, les deux structures que préside Michèle Kang, il y a une vraie scission. Et entre les partenaires financiers, le climat, il est quand même assez tendu, quoi. Ça fait des mois qu'on le dit, que la presse le relate très très bien, que tous les experts qui sont très proches du groupe Eagle le voient bien, comme vous, comme moi. Il y a une tension, et même si Textor dit que Michèle Kang doit toujours rendre des comptes, ce qui en théorie est vrai, dans le fond, elle est quand même la patronne et d'Eagle Football Group et d'Eagle Football Bidco, ça il faut le dire aussi. Dans la foulée, il y a une question de journaliste qui dit à Textor, est-ce qu'il y a selon vous un délit de sale gueule? Est-ce qu'on vous en veut en France pour être le cow-boy qui a voulu venir avec ses méthodes et changer le système? Ce à quoi Textor répond en toute transparence, non, ce n'est pas une question de personne, mais plutôt de réputation. Donc selon lui, ce n'est pas lui qui est incriminé en tant qu'individu, mais son image, l'image qu'on lui a collée. Et là, il nous ressort encore ce couplet systématiquement le même en disant que, bah oui, en France, on n'arrive pas à faire bouger les lignes. Je suis le grand réformateur qui voulait changer le football français, les droits TV, les matchs diffusés, tout ça, on me l'a refusé, on m'a empêché. Et donc, d'une certaine façon, on ne m'a pas laissé faire ce que j'aurais aimé faire dans le foot français. Et on sent très vite avec ce qu'il peut nous dire, Textor, qu'il a en ligne de mire quelqu'un à qui il en veut beaucoup, un certain Jean-Michel Aulas. Alors Jean-Michel Aulas, il en prend encore pour son grade, on a envie de dire encore, 3 ans après, encore, mais quand va-t-il s'arrêter, Textor? Jamais, j'ai l'impression, puisqu'il dit littéralement que sa grande erreur n'est pas d'avoir acheté l'OL, qu'il aime bien l'OL, qu'il aime bien les Lyonnais, mais que sa grande erreur, écoutez bien, c'est d'avoir acheté l'OL à Jean-Michel Aulas. Et John Textor dit que Aulas ne voulait pas vendre, il a été contraint de le faire, j'ai racheté l'OL, j'ai racheté, moi, John Textor, un club qui était insolvable et qui perdait, c'est le chiffre que met en évidence Textor, un club qui perdait en 2023 139 millions d'euros. Alors oui, c'est vrai, mais question que je voudrais lui poser, John Textor, vous qui êtes un investisseur rompu, intelligent, vous qui êtes un réformateur, comme vous voulez le dire à qui veut l'entendre, pour quelle foutue raison avez-vous acheté un club qui perdait chaque année 100 millions d'euros? Pour quelle fichue raison avez-vous repris l'OL qui perd des dizaines de millions d'euros chaque année si ce rachat n'est pas intéressant? Moi, je m'interroge, John Textor, comment c'est possible? Comment un homme comme vous, qui est super intelligent, peut-il reprendre un club de foot qui perd des dizaines de millions d'euros chaque année si c'est pas intéressant? Vous aurez tous compris mon ironie, c'est que la vérité, encore une fois, Textor ne la dit pas. Alors oui, on est tous d'accord pour dire que l'OL perdait beaucoup d'argent avant Textor, et qu'il en perdait aussi beaucoup avec Textor, ça c'est vrai, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au jour J du rachat de l'OL, non seulement la dette nette de trésorerie, elle était moins élevée qu'elle ne l'est maintenant, de une, et surtout, il reprend un club qui, oui, perd de l'argent, mais un club qui a entre les mains des centaines de millions d'euros d'actifs. Et dans l'entretien, Roten lui dit bien dans la tronche, il lui dit, ouais d'accord, mais président, il y avait la LDLC Arena, il y avait OL Reign, OL Féminin, bref, des tonnes d'infrastructures, le stade, le parc OL, un actif joueur qui quand même était pas anodin. Je rappelle que lorsque Textor reprend l'OL, les promesses non tenues, elles arrivent très vite. Il avait dit, je ne ferai pas comme Jean-Michel, je ne vendrai pas les top joueurs de l'OL. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend Loukeba et Barcola. Rien que ça. Donc bon, ça il le dit pas. Il nous dit, l'OL perdait beaucoup d'argent, j'ai repris un club qui était insolvable, mon Dieu. Pour autant, l'OL avait entre les mains des centaines de millions d'euros d'actifs, qu'il a liquidé, hop, dilapidé, on vend tout, et maintenant on est à moins 200 millions d'euros, donc de pertes sur une saison 24-25. Mais ça encore, il ne le dit pas.
Donc bref, le couplet sur JMA, il dure à peu près, je dirais, 10 bonnes minutes. Ça fait quasiment, un quart de l'entretien, c'est beaucoup. On sent qu'il a encore une dent très très dure contre JMA. Il dit même que depuis ce litige entre lui et Olas, entre les deux, c'est la guerre et qu'il n'y a pas une semaine sans laquelle JMA ne me mène pas la vie dure à moi, John Textor. Bref, petit enfant qui se plaint encore une fois d'être maltraité à l'OL et qui bien souvent avec lui rejette tous les torts sur les autres. C'est la faute de JMA, c'est la faute de la DNCG, c'est la faute de la presse qui fait un article sur les transferts fantômes de l'OL. Bref, c'est la faute de tout le monde, sauf de John Textor. C'est un petit peu le fil conducteur de l'entretien durant quasiment une demi-heure, quoi. Et oui. Et là, on aboutit au nouveau mensonge de John Textor. Il dit « Si les supporters savaient tout le travail que j'ai accompli pour eux, ils ne m'en voudraient pas. Grâce à moi, sous ma présidence, sous ma propriété, j'ai augmenté tous les revenus de l'OL chaque année. » Écoutez bien, je répète, j'ai augmenté, moi, John Textor, tous les revenus de l'OL, ligne par ligne, chaque année où j'ai été présent au club. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, les gones? Pour opposer aux contre-vérités des vérités, j'ai fait du fact-checking et j'ai repris pour vous, les amis, petit travail de recherche, j'ai repris les chiffres des différentes saisons depuis que Textor est en place ou a été en place à l'OL, les différentes données sur le chiffre d'affaires et donc les différents produits d'activité de l'OL, ligne par ligne, et on va comparer. Voyons voir si Textor dit la vérité. Est-ce que grâce à lui, l'OL a produit plus de richesses depuis 3 ans? La vérité maintenant à l'écran. Je mets ce tableau qui est super intéressant, vraiment qui est très très intéressant, et qui reprend dans les grandes lignes les chiffres, donc des différents produits d'activité de l'OL depuis plusieurs saisons. Qu'est-ce que l'on peut dire? Est-ce que déjà, question numéro 1, est-ce que avec Textor, l'OL génère plus de revenus, plus de chiffre d'affaires? Réponse en image, je mets ici donc en bleu foncé la ligne du produit des activités hors contrat joueur. Donc pour faire simple les gones, c'est tout ce que l'OL produit en termes de richesse, hormis, donc mis de côté, les ventes de joueurs, donc hors transfert. Ça compte donc la billetterie, les partenariats publicités, droit TV marketing, l'événementiel très important, coucou la LDLC Arena qui l'a liquidé comme pas grand chose malheureusement, et aussi notamment les produits de la marque, donc les ventes de maillots, les produits dérivés et tout ce qui va avec. Tout ça depuis maintenant 5 ou 6 ans, et qu'est-ce que l'on peut dire? En 2019-2020, écoutez bien les gones, le total des produits, des activités, donc le chiffre d'affaires hors contrat joueur de l'OL, c'est 180,7 millions d'euros. En 2020-2021, donc on est avant Textor là encore, on est à 118,2 millions d'euros. En 2021-2022, donc là on est encore juste avant Textor, un an avant, l'année N-1, l'OL produit donc 160,5 millions d'euros de produits d'activité hors contrat joueur. L'année suivante, Textor en effet arrive, mais est-ce qu'on peut vraiment imputer à lui les 6 mois de production de l'OL? Ça paraît un petit peu raccourci. Mais bon, allez, accordons-lui, c'est au bilan de Textor. Sur la saison 22-23, l'OL c'est quasiment 200 millions d'euros de produits d'activité. Donc là, oui, effectivement, il y a une hausse qui est importante et qui s'explique, on le voit dans la colonne 22-23, par des constats très simples, c'est qu'en termes de droits TV, eh bien la Ligue 1 avait connu un bond assez important, avec pas moins de 30 voire 40 millions de différentiels positifs par rapport à l'année d'avant. L'année suivante, en 2023-24, l'OL a eu donc un chiffre d'affaires hors contrat joueur de 264,2 millions d'euros. Alors là, c'est l'explosion chiffre d'affaires, je crois même record pour l'OL. C'est vrai, mais pourquoi ? Pourquoi les gones? Rappelez-vous, parce que dans ce chiffre-là, ce montant qui paraît extrêmement important et dont se glorifie Textor à n'en plus finir, dans ce chiffre-là, il faut intégrer le deal, les tranches de paiement CVC. Dans ce deal qui a fait tant parler à l'époque entre la LFP et CVC, qui est le fonds d'investissement qui est venu acquérir, dans mon souvenir, 16% des droits commerciaux de la LFP, dans ce deal-là, l'OL a perçu 90 millions d'euros en 3 tranches. Évidemment, là encore, ça vient booster un bon coup le total donc des produits d'activité hors contrat joueur. Ça paraît normal. Mais ça, Textor ne le dit pas. Et il ne dit pas non plus, parce qu'il est très malin, il maquille bien la vérité pour l'arranger comme il le veut.
Il ne dit pas non plus que, à l'époque, Textor lui-même a liquidé bon nombre d'actifs de l'OL. Il ne le dit pas. Et en fait, lui, il ne voit que le résultat. Oui, j'ai boosté sous ma présidence les chiffres de l'OL. L'OL produit plus de richesses, c'est vrai. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est comment il a fait. Il ne dit pas qu'il a liquidé, qu'il a savonné, qu'il a dézingué le patrimoine, l'héritage de JMA. Ça, pas un mot, il ne le dit pas. Mais il vous dit que oui, grâce à moi, John Textor, le chiffre d'affaires de l'OL a augmenté de plus 30-40%. Ça, il vous le dit, mais pas toute la vérité comme toujours. Donc, John Textor, est-ce qu'il a vraiment augmenté les produits d'activité de l'OL? La réponse, c'est non. Il l'a boosté artificiellement en liquidant le patrimoine et l'héritage du club, mais est-ce qu'il a vraiment contribué à augmenter les revenus billetterie? Non. Depuis maintenant 5 ans, c'est les mêmes, tout le temps aux environs des 36-37 millions d'euros. Est-ce qu'il a boosté la billetterie Coupe d'Europe? Alors, il y a l'Europa League, c'est vrai, et ça, il s'en targue largement, donc accordons-lui. Est-ce qu'il a boosté les revenus marketing? Pas du tout. Est-ce qu'il a boosté les revenus événementiels? Pas du tout. Même pire, il a vendu la LDLC Arena, qui est quand même, là encore, faut le dire, quel massacre. C'était l'outil qui aurait pu, en partie, décorréler le sportif de l'économique. Et on le voit bien. Moi, je lis la presse lyonnaise, je vois ce que dit le fils de Jean-Michel Aulas, Alexandre Aulas, qui est maintenant aussi à la tête du groupe Allnest Investissement. Et il dit quoi? Il dit que la LDLC Arena, elle est 9 à 12 mois en avance sur les chiffres prévisionnels. Et il dit que d'ici 2-3 ans, qu'elle devrait générer, écoutez bien, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'est pas du net, c'est pas de l'EBE dans les poches du groupe Allnest, mais malgré tout, si tu as une structure qui dégage 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que à peu près dans la poche du groupe, net tout compris, je pense qu'il y en a au moins 15-20. 15-20 millions, c'est en gros, on peut le dire, une grosse vente d'un joueur. Avec 15-20 millions d'euros de plus dans les poches de l'OL, on aurait pu faire un beau transfert, ou on aurait pu garder un bon joueur. Vous voyez les gones, c'est comme ça qu'il faut le concevoir en fait. On a sacrifié, Textor a bousillé un actif qu'il estimait pas stratégique, mauvais investissement, alors que sur du long terme, c'était vraiment le truc en plus qui aurait permis en partie à l'OL de vivre un peu mieux et de décorréler sportif et économique. Et on le voit bien, dans ce monde du football français où il y a moins de droits TV, où c'est hyper instable, gouvernance instable, revenus instables et non récurrents, quand tu vois ça, et que tu as de l'autre côté un actif comme la LDLC Arena qui aurait permis de justement combler ce manque à gagner là, quand tu vois à quel point ça a été massacré, ça fout les boules quoi. Et dans le fond les amis, le pire avec Textor c'est que il se fout mais ouvertement de nos gueules, c'est terrible. Je l'entends dire à Roten, mais la LDLC Arena, est-ce que je l'ai cassée? Non, je l'ai vendue à Aulas. Elle divertit les gens, il y a plein de monde qui sont heureux d'y aller. De quoi on se plaint en fait? Je ne l'ai pas cassée, je l'ai vendue. Effectivement, bien Textor, bonne réponse. Et en plus, je le rappelle, mais il l'a vendue à un prix qui, au final, la recette nette pour l'OL, c'est dérisoire, quoi. Dans les poches de l'OL, s'il y a 50 millions d'euros, c'est beaucoup. Je pense qu'il est dans une logique, que lui seul peut comprendre, une logique qui repose sur l'amour du risque. Textor, c'est quelqu'un qui aime le risque. En économie, on dirait qu'il est riscophile. C'est un choc des cultures, et lui, il est en plein dedans, quoi. Le risque, et il s'arrête pas là, les gars, écoutez bien la dinguerie qu'il a pondue chez Roten. Il dit, mais moi, j'arrive pas à comprendre. La DNCG, mon plan, elle l'avait sous la main. Mon business plan, c'était à peu près, à une virgule près, le même que Michel Kang. Moi, on me dit non, à Michel, on lui dit oui. Pourquoi? Et là, il va au bout de sa logique. Écoutez bien, c'est succulent. Il nous détaille son plan. Son plan était le suivant. Il dit oui, on avait des pertes, il fallait les combler, mais on avait l'argent. Number one, la vente de Crystal Palace, qui, je le rappelle, ce que Textor a oublié aussi au passage, a été capté quasiment en intégralité par Ares Management, qui s'est servi. Ares qui a voulu récupérer une partie de sa mise dans la vente de Crystal Palace. Ce qui montre aussi que, contrairement à ce qu'il peut nous faire comprendre, la confiance entre les différents partenaires au sein d'Eagle Football Holdings et Ares,
C'est pas une confiance aveugle, hein, loin de là, bien loin de là. Bref, il dit, on avait donc la vente de Crystal Palace. On avait aussi en numéro 2, Michel Kang, qui était prête à garantir, ce qu'elle a fait d'ailleurs pour le plan de sauvetage de l'OL, 30 millions de dollars. On avait aussi un fonds d'investissement qui était prêt à mettre 70 millions d'euros sur la table pour nous aider, machin. Et en échange, ils auraient eu un pourcentage sur les transferts. Un pourcentage sur les transferts. Rappelez-vous, les gones, l'article de l'équipe, il y a maintenant, je crois, 5 ou 6 mois, qui nous faisait mention d'un fonds d'investissement. Écoutez bien, c'est lunaire. Pour faire simple, ce fonds d'investissement qui s'appelle Houghton Management Capital aurait apporté du cash et en contrepartie, l'OL aurait versé à ce fonds d'investissement pour chaque transfert sur plusieurs saisons, sur chaque joueur vendu, l'OL aurait versé une commission de 5, 10, 15, 20% peut-être. Donc chaque joueur vendu, une partie, un prorata, aurait été reversé à ce fonds d'investissement. Voilà, la stratégie du pompier pyromane qui craque toutes les allumettes pour entretenir le feu, l'homme à la poche trouée qui recherche des billes partout où il y en a, c'est de la folie pure. Et le pire, c'est que le seul à ne pas être choqué, c'est lui. C'est de la folie. Rendez-vous compte, les gones, à quel point c'est grave. Le plan de John Textor pour sauver l'OL de la Ligue 2 administrative, c'était quoi ? C'était Michel Kang, c'était la vente de Palace, et c'était un fonds d'investissement qui aurait capté une partie de tous les transferts faits par l'OL. Donc il était prêt à sacrifier l'avenir de long terme du club pour vivre à court terme. Moi, en économie, j'appelle ça un flambeur. Quelqu'un qui vit au jour le jour sans penser à demain, c'est pour moi un flambeur, et je pense que pour vous c'est pareil. Bon, et pour finir, il y a aussi l'histoire des droits économiques. Ça, c'est un point qui l'a rendu fou durant l'entretien chez Roten. Il dit, oui, il y a un article fait par l'équipe il y a quelques semaines qui dit qu'il y aurait eu des transferts fantômes. Les fameux transferts fantômes de l'OL et de Botafogo. Ça l'a rendu fou. Et on sent qu'il l'a encore ici, c'est coincé. Il a du mal à digérer. Et pourtant, John Textor, c'est une réalité. Il faut le redire, mais l'OL et Botafogo ont transférer des droits économiques et fédératifs de joueurs sous forme sûrement de pré-contrat, mais ça a été fait. Et dans l'affaire, il y a eu un facturage. Là encore, bizarrement, il ne le dit pas, pas un mot là-dessus. On ne dit pas que le cash a été généré de manière immédiate pour Botafogo par un facturage, que l'OL va payer l'addition. Enrique, Thiago Almada, qui, pour le coup, a évolué chez nous durant 6 mois, Igor Jesus, Jair Cunha et d'autres que j'oublie, ils auraient dû jouer à l'OL, et Textor a un petit mot savoureux, il dit « Imaginez, on a fini en Europa League. Si ces joueurs-là, du Brésil, avaient joué à l'OL, on aurait été en LDC, en Ligue des Champions. » Voilà, ça c'est le culot de Textor. Un gars qui est dans un mindset, un logiciel différent du nôtre. On n'est pas fait du même bois à l'évidence. Nous, c'est une logique de la raison. Lui, c'est celle de la passion. Il est totalement, je trouve, déraisonné. Moi, durant l'entretien, il y a des moments où je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il est vraiment à l'ouest. Il dit des trucs, c'est lunaire. C'est une vérité qui est maquillée, qui est tronquée. Il y a eu aussi des passages où, avec Roten, il s'est frité en disant « Mais faites votre travail, soyez de vrais journalistes, posez-moi une question. » Enfin, je l'ai trouvé un petit peu tendu. Même vraiment tendu. Est-ce que ça traduit de sa part une tension, une crispation, peut-être? On sait que Textor est pris sous les contraintes internes à Eagle Football Holdings, les contraintes liées au club, la pression au Brésil, Botafogo, en France avec l'OL. On sait qu'il y a aussi la pression d'Ares, qui est un fonds qui est présent et qui veut récupérer sa mise de départ. Il y a aussi la pression du procès Iconic Sports, qui pourrait, je pense vraiment, décider en grande partie de l'avenir et d'Eagle, et de l'OL, et de Textor. Bref, il y a plein de paramètres comme ça qui, on le sent, font pression sur lui et qui lui compliquent son quotidien. Maintenant, c'est comme ça. Pourquoi a-t-il parlé ? Je pense qu'il l'a fait sciemment, comme je le dis en préambule de la vidéo. Je pense vraiment qu'il voulait prendre la parole pour distiller sa version des faits, qui ne me convainc pas du tout, mais pas du tout, vous l'aurez imaginé, je pense bien, les amis. Son point de vue sur la question, il a envoyé des tacles à JMA, à la DNCG, il est incompris, tout le monde lui en veut, il avait le rôle du réformateur, on ne l'a pas laissé faire, bref,
du Textor dans le contexte et dans le texte surtout. Donc pas de surprise à ce niveau-là. Maintenant, le timing, il est un petit peu interpellant, mais il n'est pas non plus illogique. Honnêtement, pour moi, je pense qu'il devrait se taire et faire plus que profil bas. Maintenant, pour lui, dans sa stratégie individuelle, John Textor, je pense que parler maintenant, c'est judicieux, parce qu'il est entre deux tempos, deux temporalités. La DNCG plutôt, on va dire, satisfaisante, un moindre mal pour nous, et ce procès avec Iconic Sports en ligne de mire courant janvier, logiquement, pour le verdict final. On sent qu'il y a un début de chemin qu'il veut dessiner. Est-ce qu'il y parviendra ? Là encore, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Sur ce, les gones, portez-vous bien, en espérant avoir été le plus complet possible. Sur ce débriefing de l'entretien entre Textor et Jérôme Roten dans l'émission Roten sans flamme. Sur ce, ciao ciao, allez l'OL plus que jamais, et John Textor, moins de pipeau, plus de vérité. Salut!